Bienvenue à tous dans ma 12e vidéo de ma traversée d'Europe à vélo. Bon, maintenant je devrais peut-être plus dire traversée d'Europe, car vous allez voyager dans cette vidéo en Asie mineure, en Anatolie, en plein cœur de la Turquie, d'Istanbul à la célèbre région de la Cappadoce, une région que j'aurais jamais osé imaginer atteindre à vélo avant de partir. Vous allez vivre et découvrir qu'est-ce que c'est l'accueil turc, à travers un paysage désertique tout à fait incroyable, comme avec la traversée du désert de sel de Tuzgolu. Bon allez, place aux images et je vous dis bonne vidéo à tous. Dans la dernière vidéo, j'arrivais à Istanbul à vélo. Par contre, ici, je quitte cette ville en bateau, en traversant la mer Marmara en direction de la ville de Bursa. Je suis accompagné pour cette première journée par Ben, Sandrine et leur fils Timothée. Vous vous rappelez d'eux? Je les ai vus au Monténégro, puis en Macédoine, et je les retrouve ici en Turquie. Pour avancer plus vite de 200 km, nous décidons de prendre le bus direction la ville d'Eskişehir. Dans cette ville, nous avons la chance de se faire accueillir par Serpil, qui nous fait rencontrer également les membres de l'association cycliste de la ville. Le lendemain, je reprends cette fois-ci la route seul, sans réellement savoir ce qui va m'attendre les prochains jours. Les températures matinales sont glaciales, mais le soleil arrive cependant à réchauffer comme il peut l'atmosphère. Alors pour cette nouvelle journée, j'ai décidé de me lancer dans une grosse étape, de 100 km. Une nouvelle fois sur l'autoroute, en direction de la ville de Sivrihisar. À midi, je me rassasie dans un restaurant routier, avant de poursuivre ma route l'après-midi, où pour pimenter la journée, je suis presque content d'avoir ma première crevaison de mon voyage. Quelques kilomètres plus loin, j'arrive dans la ville de Sivrihisar, sans savoir que je vais découvrir une ville riche en histoire. Dans un premier temps, je vais me faire accueillir par Koray et son fils, un ami d'une connaissance de l'association cycliste d'Eskişehir. Ils vont d'abord m'offrir le chai, le thé turc, qu'on offre en permanence ici en Turquie. Ils vont ensuite me parler de l'histoire et des différents édifices de la ville. On retrouve donc ici une mosquée du XIIIe siècle, avec un style unique dans toute l'Asie centrale, composée de 67 colonnes en bois. On retrouve par ailleurs dans cette ville une église arménienne, et cette maison où l'on peut chercher des représentations religieuses chrétiennes, comme on distingue clairement l'étoile de David. On touche ici à l'histoire sombre de la Turquie, avec le génocide arménien, que la Turquie se refuse toujours de reconnaître. C'est donc près de 4000 Arméniens de la ville de Sivrihisar qui ont été déportés en 1915 vers des camps de travail forcés en Syrie. C'est également dans cette ville que pendant la guerre de l'indépendance, Mustafa Kemal Atatürk, aujourd'hui encore idolâtré par tout un peuple, fondateur de la République actuelle, prit la décision de continuer la guerre en 1922, afin d'expulser définitivement les Grecs d'Anatolie. On retrouve donc à fleur de montagne d'immenses statues, glorifiant Atatürk, tenant la Constitution à la main, ou d'autres montrant un peuple dévoué dans son travail. Le lendemain, je reprends la route, mais abandonne les axes rapides, bien trop ennuyeux et bien trop dangereux. Le soleil rayonne toujours dans le ciel, mais l'air reste glacial. Cependant, je suis heureux de fêter mes 5000 km à bord de ma bicyclette. Le paysage est assez désertique, les villages sont peu nombreux, et comme tous les jours, je me fixe un objectif, d'une ville, d'un village, d'un bourg, d'un endroit où je pense qu'il sera peut-être possible de me ravitailler en eau, en nourriture, peut-être même trouver un toit. Et aujourd'hui, mon choix se porte sur la ville de Karakuyu. Alors sur la route, quand je trouve un village, on m'offre le tchad, bien sûr. Pour me réchauffer, je cherche à boire une soupe, celle du poulet par exemple, une spécialité turque. Et je demande ce qu'ils pensent de la ville où je souhaite passer la nuit. Déjà, ils trouvent surprenant de croiser un cycliste français ici. Et deuxièmement, ils ne comprennent pas pourquoi je souhaite dormir dans ce bled paumé. Petite précision, toutes les discussions se font via Google Traduction, car les Turcs ne parlent pas anglais. Moi, je continue ma route, parce que je n'ai pas le choix. On verra bien ce que me réserve ce village. En fin de journée, quand le soleil commence à être rasant, j'arrive dans cette fameuse bourgade, fléchée par ce vieux panneau. Je fais 2 fois le tour du village avant de me faire remarquer par un chien, puis par son propriétaire, qui sera le seul humain que je croiserai ici. Il m'indique dans un premier temps de m'installer sur la place du village.
puis avec les températures négatives de la nuit, il me dit de dormir dans la mosquée, en m'offrant un repas chaud. Je comprends que c'est l'imam du village. Il me demande de l'accompagner pour faire l'appel à la prière, puis d'assister à la prière. C'est donc dans le respect et le silence que j'assiste à ces deux moments. Je m'excuse si j'ai choqué certains d'avoir filmé ces deux moments peut-être sacrés. Je cherche juste à partager ce que j'ai vécu et je remercie cet homme pour sa bienveillance, son accueil et le repas offert du soir et du matin. C'est donc bien reposé et bien rassasié que je reprends la route le lendemain matin, dans un paysage toujours aussi désertique, totalement dépaysant. Je décide d'utiliser la même méthode que la veille. Je définis une ville, un peu au hasard comme objectif, en espérant recevoir un accueil aussi chaleureux qui restera gravé en moi pour toujours. J'ai donc défini la ville de Yurtbeli, qui se trouve à une 50aine de kilomètres plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits dénivelés, ça monte, ça descend en permanence. La route est de plus en plus désertique. La nature semble avoir presque disparu. Il n'y a aucune végétation sur plusieurs kilomètres à la ronde. Je me demande comment les troupeaux de moutons ou de vaches arrivent à se nourrir. Et les fontaines à eau sont pour beaucoup à sec. Les villages sont peu nombreux, indiqués par une porte comme celle-ci, mais je ressens une grande pauvreté. Et je ne retrouve pas malheureusement les petits cafés comme d'habitude, pour boire le chai avec les retraités du village. Je fais donc ma pause repas au milieu de nulle part, seul. Mais un homme, avec son fusil sur l'épaule, me rejoint, sorti de je ne sais où, derrière une colline. On a du mal à communiquer, comme souvent en Turquie. Alors, une scène cocasse se produit, et se répétera à plusieurs reprises au cours de cette semaine de route. Il sort son téléphone, et appelle une personne qui parle en anglais. Et je me retrouve ainsi à parler au téléphone, avec un inconnu, se trouvant à l'autre bout de la Turquie, des fois même en Allemagne, ou même en France. Sans savoir quoi dire avec un interlocuteur aussi étonné et surpris que moi, pensant que j'ai besoin d'aide, alors que pas du tout. Finalement, après cette journée de route, triste en rencontre, j'ai peu d'espoir dans le village de Yurtbeli, que j'avais défini comme objectif. Il va faire froid cette nuit, et je veux absolument avoir un toit. Mais en arrivant ici, je vois un peu d'animation. Une nouvelle fois, par chance, ce village fut le bon. Des hommes sur la place m'indiquent une maison à moitié en travaux, dans laquelle je peux m'installer. Il y a l'électricité, il y a l'eau. On viendra même m'apporter un repas au soir. Les hommes du village vont venir me rendre visite, pour me saluer, par simple curiosité. Je comprends que je suis l'attraction du village ce soir. Je repars le lendemain. Pas de petit déjeuner offert aujourd'hui. Il ne faut quand même pas exagérer sur la générosité des gens. L'ambiance est toujours similaire. Le temps est toujours glacial. Je retrouve cependant des villages plus animés. Et toujours aussi généreux. On m'offre par exemple dans ce village mes courses, le chai, au milieu de ces petits vieux retraités, anciens travailleurs d'Allemagne. Je poursuis ma route pour arriver dans une plus grosse agglomération, Koulou. Je cherche un hôtel, mais ici aussi un homme vient m'aider, sans rien me demander en échange, et me négocie une chambre à un bon tarif. Bien reposé, je repars motivé, me réengageant au milieu de ce désert, en direction du lac salé de Tuzgolu. Malheureusement, le ciel est un peu grisâtre aujourd'hui, et la route rectiligne laisse place petit à petit à des chemins de terre, donnant une ambiance un peu de fin du monde. Je croise cependant un troupeau de moutons, avec son berger assis sur le dos d'un âne, me faisant des grands signes pour me dire attention à ces chiens de garde. Et c'est vrai, ils font un peu peur quand ils aboient. Une fois ces chiens passés, je me demande si je suis sur la bonne route. Le chemin sableux peine à se dessiner, mais j'arrive heureux
avec beaucoup d'émotion face au désert de sel de Tuzgolo. Tuzgolu faisait partie de mes grands objectifs dans la traversée de la Turquie. Tuzgolu est le deuxième plus grand lac de ce pays, mais il a surtout la particularité d'être salé. Et pendant une grande partie de l'année, l'eau s'évapore laissant place juste à une grande banquise de sel. Cela lui permet d'être considéré plus ou moins comme un désert de sel, et rentrant dans des classements parmi les plus beaux et extraordinaires déserts de sel du monde. Alors je suis heureux de pouvoir rouler sur ces petits cristaux de sel. Le lac est fendu en deux par cette route de terre. Droite ou gauche, l'eau est inexistante, laissant place dans un premier temps juste à une étendue de sable, laissant apparaître par moments des cristaux de sel, avant de venir recouvrir l'intégralité de la surface du sol. Je prends ainsi plaisir à rouler sur cette étendue blanche, laissant place à la rêverie, m'imaginant traversant le Salar de Uyuni en Bolivie, le plus grand désert du sel du monde. M'imaginant par d'autres moments traversant une banquise de glace dans l'Antarctique. Je m'amuse également à jouer avec les perspectives. Je prends le temps d'admirer les nuances de couleurs. L'eau est par moments rosée, et quand le soleil rayonne, cette banquise se met à rougir. Après avoir passé une nuit dans la ville de Serefli-Koşhisar, pas loin de ce lac, j'ai poursuivi pendant 2 jours, dans un paysage toujours très désertique. Je traverse plutôt maintenant des grandes zones agricoles, de monoculture, des zones malheureusement entièrement irriguées. Alors en cette période automnale et froide, cela est un peu triste et monotone, car rien ne pousse en ce moment. Mais le décor doit être bien différent au printemps. La route me semble tout de même plus verdoyante, et les fontaines ont tendance à couler de façon plus abondante. Le paysage a donc tendance à ressembler à notre campagne française. Après une nuit à l'hôtel à Ortaköy, je pédale toute la journée pour arriver enfin en Cappadoce, dans la ville d'Uşhisar, où je suis content de retrouver des amis voyageurs, Ben, Sandrine et leur fils Timothée, qui eux ont triché en prenant le bus pour arriver ici. Je vais rencontrer également de nouveaux amis cyclistes, mais tout ça je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Vous allez également découvrir et comprendre comment je me suis retrouvé à dormir sur ces tapis. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et comme vous l'avez compris, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir cette fameuse région de la Cappadoce. En plus, je vais voyager avec des nouveaux compagnons de voyage. Mais ça, vous en saurez plus la semaine prochaine. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien.